All rise, we will obey. The International Criminal Court is now in session. Lord Joint Court Panel International at Uwait. Please be seated. We will, sir. Bonjour à tout le monde. Monsieur le greffier d'audience veut annoncer l'affaire, s'il vous plaît. Good morning, Madam President. Greffier d'audience, bonjour Madame la Présidente, Mesdames les juges. Il s'agit de la situation en Libye, en l'affaire Le Procureur contre Khaled Mohamed Ali El Ishri. Référence de l'affaire ICC 0111 0125 et nous sommes en audience publique. Merci beaucoup. Je souhaite la bienvenue à tous pour cette deuxième journée de l'audience relative à la confirmation des charges. Je vais d'abord vérifier avec les parties et participants s'il y a eu des changements dans la composition de leur équipe. Je commence aujourd'hui avec la défense. Maître Hassan. Good morning. Good morning. Maître Hassan. Aucun changement aujourd'hui, mais nous allons tâcher de finir aujourd'hui. Merci beaucoup, maître. Je me tourne maintenant vers les représentants légaux des victimes. Il y avait des changements de votre côté, Madame Pelé? Merci Madame la Présidente. Non, il n'y a pas de changement. Merci. Merci. Et finalement, pour l'accusation? Good morning. Procureur Khan. Bonjour Madame la Présidente. Pas de changement de notre côté. Comme je le disais, nous sommes à notre deuxième journée d'audience. Nous reprenons aujourd'hui avec les arguments sur le fond. D'abord le procureur. Je donne parole à l'accusation. Prenez le temps de vous installer. Vous avez donc toute la séance de ce matin. Nous prévoyons terminer vers midi. Vous avez la parole, madame. Madame Looping. Merci, Madame la Présidente, Mesdames les juges. Je m'appelle Diane Looping et je suis ici au nom de l'accusation. Je vais traiter des crimes de mise en esclavage et de persécution, à commencer par le chef d'inculpation numéro 13, réduction en esclavage. Pardonnez-moi, Madame la Présidente, j'ai quelques problèmes. Non, ça y est, ça fonctionne. À Mitiga, il y avait un système institutionnalisé de réduction en esclavage. Donc même si différentes personnes ont souffert de formes diverses et multiples d'exercice de pouvoir et de propriété sur eux, beaucoup de leurs descriptions de ce qu'ils ont souffert et les agissements de leurs différents bourreaux sont cohérents. Les détenus étaient soumis à une privation de liberté et d'autonomie qui va bien au-delà des conditions de détention carcérale normales. P0943, une femme détenue dans la section des femmes, a décrit le contrôle de Khaled El Ishri sur les vies des femmes et enfants dans la section des femmes à Mitiga, y compris la sienne. Et tout ceci est détaillé dans le brief de préconfirmation. Elle détaillait Khaled El Ishri était mon cauchemar. Il m'a montré ce qu'était l'enfer. J'étais frappé et torturé sans raison. El Ishri est plus que le mal. Il est tout-puissant. Fin de citation. Le contrôle des vies des garçons et des filles dans d'autres parties de la prison de Mitiga étaient également globaux et très indicatifs de leur mise en esclavage. Un des témoins détenu réduit en esclavage à plusieurs égards, y compris forcé à travailler, était un capot. Comme vous l'avez entendu, les capots étaient des détenus remis en esclavage et placés à la charge d'autres détenus et forcés à faciliter des crimes perpétrés contre ceux-ci.
Il a expliqué pourquoi il est devenu un capot en disant, et je le cite, « J'ai fait de mon mieux pour survivre en prison et il fallait que je montre que j'obéissais. » Fin de citation. P0498 a décrit l'une des nombreuses expériences de contrôle commune sur tous les détenus, c'est-à-dire la famine imposée. Et je le cite, c'est une politique de ne pas vous alimenter. Ils veulent que vous pensiez qu'aux aliments, que vous oubliez tout le reste, votre famille, votre travail, votre vie entière. Pensez qu'à ce que vous allez manger. Ma pensée était limitée lorsque j'étais détenu. J'ai même oublié les visites familiales. J'ai perdu espoir et pareil pour ma famille. Fin de citation. Les témoins décrivent conjointement un enfer sur Terre, une lutte pour une survie quotidienne, les contrôles sur la liberté et l'autonomie des détenus dans fondamentalement tous les aspects de leur vie, même leurs pensées. Voilà quelle était la réalité de tous les détenus réduits en esclavage à Mitiga. De leur point de vue, leurs bourreaux, y compris Khaled El-Ishri, sont devenus littéralement tout-puissants, capables de contrôler l'ensemble de leur vie et exercer des pouvoirs de propriété sur eux d'une manière volontaire et systématique. Mesdames les juges, je vais commencer par souligner un certain nombre de points essentiels, pertinents pour comprendre la portée du crime de mise en esclavage dans cette affaire. Des exemples de détenus réduits en esclavage par catégorie. Donc je vais d'abord aborder 4 points. Qui étaient les détenus réduits en esclavage? Où étaient-ils retenus et soumis en esclavage? Pendant combien de temps et comment ont-ils été réduits en esclavage par les auteurs? D'abord, qui étaient des esclaves? Eh bien, les détenus réduits en esclavage étaient des Libyens non libyens, y compris des migrants noirs, c'est-à-dire des non-libyens d'Afrique orientale, occidentale, centrale ou australe. Il y avait également différentes ethnies, races, croyances, religions, âge, genre et identité sexuelle représentées. Deuxièmement, où étaient-ils détenus et réduits en esclavage? Les détenus réduits en esclavage étaient détenus dans le complexe de Mitiga et à Tripoli et les environs. La plupart des détenus réduits en esclavage étaient détenus dans la prison principale du complexe de Mitiga. Mais ils étaient également détenus et réduits en esclavage à l'extérieur de la prison principale dans le complexe. Par exemple, les combattants esclavisés étaient dans des bunkers non loin de Naklia. Les enfants et les adultes esclavisés étaient isolés dans des endroits séparés, comme par exemple des cellules individuelles non loin du centre de réhabilitation et de formation et de la mosquée. Les enfants et adultes réduits en esclavage étaient également utilisés pour les travaux forcés dans le complexe. Et les femmes et filles réduites en esclavage étaient violées et abusées sexuellement dans la section des femmes et certaines dans ce qu'on appelait les zones de loisirs qui appartenant au chef, dont El-Ishri, au sein du complexe. À l'extérieur du complexe de Mitiga, des détenus réduits en esclavage étaient également soumis à un exercice de pouvoir de propriété à Tripoli et aux alentours. Des Libyens, des non-Libyens, y compris des migrants africains noirs, étaient sortis de Mitiga et utilisés pour les combats, par exemple, pour livrer des armes à Tripoli, comme à l'aéroport, non loin de la mer, de la plage, ou dans le quartier d'Al-Kremia, ou encore aux alentours, à l'extérieur de Tripoli, comme à Sebrata ou à Tarhouna. Ils étaient également utilisés pour les combats et les hostilités, y compris sur la ligne de front à Tripoli, à l'intérieur et à l'extérieur du complexe de Mitiga. Ils étaient exclus du complexe et utilisés, forcés à combattre et aller par la route de la mer vers ce qu'ils appellent les fermes de loisirs. Libyens, non-libyens, hommes et femmes étaient réduits en esclavage, soumis à la violence sexuelle et au viol à l'extérieur de Mitiga, sur la plage et dans les complexes de loisirs des responsables, y compris celui de El-Ishri.
Troisièmement, combien de temps les détenus étaient-ils réduits en esclavage à Mitiga? Comme vous l'avez entendu, certains étaient détenus et réduits en esclavage pendant quelques jours, alors que d'autres l'étaient pendant plusieurs années. Les chambres de la CPI l'ont confirmé, y compris dans l'affaire Ntaganda, il n'y a pas de période minimale de temps de réduction en esclavage. De plus, dans cette affaire, même après certains étaient censés être libérés, ils ont continué d'être contrôlés par les auteurs. Par exemple, ceux qui étaient forcés de rejoindre les rangs de SDF Rada ou ceux qui étaient forcés à se convertir à la religion imposée par les auteurs et qui les surveillaient pour s'assurer du bon respect de cette religion. Quatrième. Et il a été reconnu que l'esclavage est un crime durable. Quatrièmement, comment les auteurs ont-ils réduit les détenus en esclavage? D'abord, c'était systématique, institutionnalisé. Les responsables de Mitiga, dont Khaled El-Ishri lui-même, Kara ou Njim, exerçaient eux-mêmes l'esclavagisme sur plusieurs personnes. Et ils forçaient leurs subordonnés à soutenir et à aider dans le système de réduction en esclavage. Deuxièmement, la conduite de réduction en esclavage a été constante contre l'ensemble des types de détenus, contrôlant fondamentalement tous les aspects relatifs à leur autonomie. C'était bien souvent intersectionnel. Et donc, pour tous les détenus, c'était sexualisé, genrisé à différents degrés et bien souvent racialisé. La jurisprudence établie dans les paragraphes 86-88 du brief de préconfirmation indique que lorsqu'on évalue le pouvoir exercé sur quelqu'un, d'abord il s'agit d'un questionnement au cas par cas. Donc ce qui pourrait être un indicateur de détention en esclavage pour une personne peut être différent pour une autre. Ensuite, les indicateurs ne sont donc pas exhaustifs. Troisièmement, il n'est pas besoin de prouver ces indicateurs. Et si l'un ou plus d'un des indicateurs de la détention en esclavage sont identifiés comme applicables, alors l'esclavagisme est appliqué et vérifiable. Quatrièmement, ça signifie également de prendre l'ensemble des indicateurs dans leur ensemble et dans le contexte. Cinquièmement, parmi les nombreux indicateurs d'esclavage, dans la jurisprudence, 4 sont pertinents dans cette affaire et communs à l'ensemble des détenus réduits en esclavage. C'est ce qui démontre comment les auteurs de Mitiga exerçaient leur pouvoir sur eux et les priver de liberté et d'autonomie. Mais ces indicateurs ne sont que des exemples. Il y a également des indicateurs supplémentaires dans cette affaire, pertinents pour différents détenus réduits en esclavage, y compris ceux réduits au travail forcé ou en raison de leur vulnérabilité particulière. Ces deux facteurs sont en eux-mêmes des indicateurs de réduction en esclavage. Je vais maintenant souligner les 4 indicateurs clés. Pour passer au premier indicateur, les auteurs de Mitiga, dont El-Ishri, exerçaient des pouvoirs de propriété sur les détenus réduits en esclavage en exerçant le contrôle de leur liberté personnelle, leur mouvement physique à travers la détention et l'emprisonnement illégal. Les auteurs limitaient systématiquement les mouvements physiques des détenus, y compris en les forçant à se livrer à des conditions de détention inhumaines comme celles qui ont été décrites hier. Ces contrôles extrêmes des mouvements étaient institutionnalisés. Khaled El-Ishri a puni les auteurs de Mitiga qui n'étaient trop laxistes, d'après lui, avec les détenus. Par exemple, pour les faire sortir de leur cellule, les avoir fait sortir de la cellule pour des raisons de santé. Les auteurs privaient également les détenus de leur liberté personnelle et de leur autonomie physique à travers leur détention et emprisonnement illégal. Et c'était systématique et beaucoup étaient
détenus arbitrairement, emprisonnés illégalement, sans charge ou sans charge valide. Et tous étaient soumis à des conditions illégales et inhumaines de détention. Beaucoup étaient détenus dans l'objectif précis de les réduire en esclavage, voire thèse de préconfirmation, note en bas de page numéro 293. Les responsables de Mitiga, y compris Elishri, décidaient de leur libération, ignorant bien souvent les ordres de libération judiciaires et officiels. Il s'agissait de réduire en esclavage le plus grand nombre de détenus possible, en partie pour des avantages financiers. Pour revenir au deuxième indicateur, les auteurs, y compris des responsables comme Elishri et Elgin, exercer des pouvoirs de propriété sur les détenus à travers un traitement cruel, systématique et constant, qui comprenait la torture à l'encontre de l'ensemble des détenus, contrôlant leur autonomie physique et psychologique. Ces abus systématiques comprenaient des châtiments collectifs, individuels, réguliers, des coups au quotidien, l'absence d'alimentation, l'absence de traitement médical, de médicaments. Beaucoup étaient forcés de donner leur sang pour les combattants du Rada qui avaient été blessés. Et comme cela sera expliqué ultérieurement, ça comprenait également un travail forcé illégal. Khaled Elishri a institutionnalisé ces contrôles avec les autres responsables en s'y livrant à ces conduites de mise en esclavage. Et Elishri a même puni violemment des gardes et des détenus réduits en esclavage qu'il considérait comme nuisant à son objet. Pour revenir au troisième indicateur, les auteurs de Mitiga, dont Khaled Elishri, exerçaient un pouvoir de propriété en subjuguant l'ensemble des détenus à travers un contrôle, une pression et une coercition psychologique en s'appuyant sur leur vulnérabilité comme la race, le genre, l'âge, pour les soumettre encore davantage et les rendre tout à fait dociles à la volonté des auteurs de Mitiga. La pression et la coercition psychologique étaient institutionnalisées et systématiques. Les responsables de Mitiga, y compris Elishri et leurs subordonnés, utilisaient constamment ces mêmes méthodes. Parmi elles, la violence, la menace de violence, la représaille violente, la menace de représailles violentes, la torture constante, le traitement cruel, les abus constants, la déshumanisation à travers un langage ordurier, la pression par menace ou violence concrète, y compris l'enlèvement de membres de la famille pour faire pression sur les personnes ciblées pour faire ce que les responsables et les autres auteurs souhaitaient qu'ils fassent. Et personne n'était épargné, pas même les anciens ou les enfants. Contrôle des pensées et des croyances personnelles, religieuses, politiques, à travers une coercition physique et psychologique, dont des actes de torture. Quatrième indicateur, les responsables, y compris Elishri et d'autres auteurs, exerçaient leur pouvoir de détention et de propriété sur les détenus en exerçant un contrôle sur leur identité sexuelle et de genre ou leur sexualité à différents degrés et selon différents niveaux, les privant de leur autonomie d'identité sexuelle et de genre, de autonomie reproductive et sexuelle. Ça aussi, c'était systématique et institutionnalisé. Les auteurs, les responsables, y compris Elishri, exerçaient leur pouvoir de propriété en contrôlant et limitant l'autonomie des détenus sur leur identité sexuelle et de genre, en imposant leur point de vue sur les genres, les hiérarchies de genre en particulier, de la manière suivante. D'abord, comme vous l'avez entendu, ils utilisent constamment un langage déshumanisant et genré pour contrôler, soumettre et dépriver les détenus hommes et femmes de leur autonomie sexuelle. Deuxièmement, ils arrêtaient et punissaient, à travers la torture et des traitements cruels, des femmes et des filles considérées comme ayant des emplois qui étaient inappropriés pour leur genre, comme par exemple politiques, journalistes, chanteurs ou footballeurs, ou en raison de comportements qu'ils considéraient inappropriés par rapport à leur genre, comme par exemple être vus à la plage ou en utilisant des réseaux sociaux.
De la même manière, ils arrêtaient et punissaient par torture et traitement cruel des détenus dont l'identité de genre ou l'expression était considérée comme inappropriée. Des femmes, des filles considérées comme trop masculines, ou des hommes, des garçons qui étaient ou considérés comme homosexuels ou efféminés. Troisièmement, ils traitaient comme inférieurs des femmes et des filles selon les visions des auteurs de la hiérarchie des genres. Par exemple, à l'Ishri, transporter les femmes et les filles comme du bétail, avec des cordes et des bâtons. Quatrièmement, ils imposaient un contrôle des genres sur l'apparence et des codes vestimentaires pour les hommes et les femmes et des punitions, y compris des coups portés gravement si ces conditions n'étaient pas respectées. Ali-Shri a tiré sur une femme car il considérait que sa tenue était inadéquate. Cinquièmement, imposer un rôle, les rôles de travail en fonction des genres. Par exemple, des hommes étaient utilisés pour combattre et torturer d'autres détenus. Sixièmement, ils s'attaquaient à l'autonomie sexuelle et reproductive des hommes et des femmes en les privant de cette autonomie à travers les actes suivants. Ils menaient et ordonnaient des fouilles corporelles sexualisées qui correspondaient à des formes de viol et de violences sexuelles. Ils commettaient des viols, des violences sexuelles ou des menaces au cours des séances de torture. Par exemple, 0439 a été violé analement par le pénis de son tortionnaire qui lui disait « Tu seras sous le radar pour toute ta vie maintenant ». Des insultes et autres contrôles des corps étaient exercés pour priver du pouvoir, émasculer et humilier des hommes et des garçons. Les auteurs menaient des attaques semblables contre les femmes et les filles avec une attaque particulière sur leur poitrine et certains auteurs, dont El-Ishri, en éjaculaient sur leur corps. Tous ces comportements visant à contrôler, soumettre, dénigrer, renforcer les hiérarchies de genre sur les femmes et les filles. Par exemple, lorsque El-Ishri a violé une victime, il exerce un contrôle extrême sur son intégrité physique et sexuelle à travers cette agression horrible de son corps décrite au paragraphe 93 en des termes très graphiques. Certains attaquaient les parties génitales des détenus, y compris El-Ishri. Ils privaient en permanence certaines femmes, hommes et enfants de leur autonomie reproductive ou de leur capacité à avoir des enfants. Un enfant, par exemple F29, violé plusieurs fois par des chefs, y compris El-Ishri. Elle a été mise enceinte et El-Ishri l'a amenée vers une clinique où elle a dû avorter de force et où on lui a retiré l'utérus. El-Ishri et d'autres privaient les enfants et les femmes d'aliments adéquats et de médicaments jusqu'à ce que certains, désespérés, étaient soumis à des violences sexuelles en échange de nourriture ou de médicaments pour elles ou pour leurs enfants. Beaucoup de ces détenus étaient particulièrement vulnérables, ce qui est aussi un indicateur de réduction en esclavage. Tous ces groupes étaient soumis à une réduction en esclavage systématique et institutionnalisée. Et ça s'appliquait à tous, les hommes, les femmes, les migrants noirs africains, hommes, femmes, filles, dans la section des filles, des jeunes, des enfants isolés, tenus à l'écart des autres dans des sections particulières, des hommes, des garçons perçus comme homosexuels ou efféminés, ou l'étant réellement, des femmes et des filles considérées comme masculines, des personnes poursuivies pour leurs croyances religieuses, réduits en esclavage, des migrants noirs africains qui étaient ceux qui étaient traités de la pire des façons. Mais il y avait d'autres réduits en esclavage et tous les détenus réduits en esclavage étaient soumis à différentes formes d'exercice de pouvoir liés à un droit de propriété qui revient
à une réduction en esclavage systématique. Deux exemples. D'abord, le travail forcé. Les responsables, Al-Ishri et d'autres auteurs, réduisaient en esclavage systématiquement les détenus, libyens, non libyens, y compris des migrants africains noirs de tout âge et de genre, à des travaux forcés pour servir leur groupe et leurs intérêts personnels. Ce travail forcé était donc systématique et institutionnalisé. À propos de l'indicateur numéro 1, tous étaient soumis à des limitations de mouvement et emprisonnés de manière illégale. 1041, par exemple, a été libéré officiellement, mais il a été maintenu en détention illégalement et menacé d'être tué s'il ne travaillait pas pour rester Frada. D'autres, ceux qui étaient soi-disant volontaires pour un travail ou pour des transfusions sanguines, en échange d'un petit peu plus de place dans leurs cellules, étaient encore réduits en esclavage, donc ils n'avaient pas le choix. En fait, tous les crimes de réduction en esclavage portés sur l'ensemble des détenus. L'absence de consentement n'est pas un élément de crime de réduction en esclavage. Pour les indicateurs 2 et 3, les auteurs forçaient les détenus réduits en esclavage à exercer un travail forcé et illégal, aider à commettre des crimes contre d'autres détenus, se livrer à des travaux insalubres, comme par exemple le traitement de détenus malades et contagieux, ou faisaient des travaux très durs, comme par exemple les travaux de construction dans les propriétés des responsables, y compris Al-Ishri. Faire du travail qui les expose à un plus grand risque de préjudice physique et psychologique, être forcé à aller à l'intérieur des lieux où les crimes se produisaient et où devaient faire face aux auteurs violents comme Al-Ishri. Indicateur 4. Les hommes et les femmes, les hommes et les garçons étaient forcés de lutter ou d'aider les tortionnaires. Les hommes, les filles et les femmes étaient forcés à faire des travaux forcés qui les exposaient à un risque de bastonnade et d'être témoins des crimes. Les deux genres étaient forcés à faire des fouilles corporelles invasives, constitutives de violences sexuelles et de viols, les rendant victimes de violences sexuelles également. Le travail forcé était racialisé, par exemple les migrants noirs, africains et les autres non-libyens se voyaient attribuer les travaux les plus terribles. Al-Ishri et d'autres auteurs ont réduit en esclavage les hommes, les enfants, les jeunes dans la prison, les femmes les enfants dans la section des femmes et les hommes, les enfants et les jeunes isolés dans des lieux séparés à Mitiga, y compris les cellules des enfants, et dans d'autres lieux près du centre de réhabilitation et de formation. Les enfants nés de personnes réduites en esclavage à Mitiga étaient victimes de réduction en esclavage, comme le dit la décision CONI. Et tous les indicateurs 1, 2, 3, 4 sont applicables à la manière dont ces enfants vulnérables ont été réduits en esclavage par un système institutionnalisé et des formes de réduction en esclavage systématique. S'agissant de l'indicateur 1, les auteurs, dont Al-Ishri, contrôlaient et limitaient leurs mouvements, les ont illégalement emprisonnés. Les enfants étaient enlevés de manière criminelle, emprisonnés, pour faire pression sur les membres de leur famille et pour faire ce que les auteurs voulaient. Certains, envoyés par leurs parents, ont été illégalement emprisonnés par les conditions inhumaines, la torture, le viol. Indicateur 2, Al-Ishri et les autres auteurs ont exercé des pouvoirs liés au droit de propriété sur les enfants, les jeunes, les soumettant à la torture, traitement cruel, abus, coercition psychologique. Par exemple, ils les ont tous privés de nourriture adéquate, de médicaments et de traitement médical. Comme un enfant dans la prison principale l'a dit, nous étions tellement affamés que si on nous donnait le choix entre la liberté et la nourriture, nous aurions choisi la nourriture. Fin de citation. Les leaders et autres auteurs, les dirigeants de Mitiga et autres auteurs exerçaient des pouvoirs liés au droit de propriété sur eux par d'autres formes de torture, traitement cruel, abus, coercition psychologique. Les enfants dans la section des femmes étaient forcés de voir
leur mère et d'autres adultes, être soumises à la nudité forcée, soumises à des fouilles invasives corporelles, torturées, battues et eux-mêmes frappés. Ils ont également été privés de leur autonomie idéologique. De belles récitations religieuses qui apportaient souvent du réconfort aux musulmans étaient plutôt utilisées par el-Ilshri comme une forme de torture sensorielle. Un musulman pratiquant dit que les récitations étaient jouées constamment et tellement fort que les jeunes enfants pleuraient. Ceci a eu un impact sur sa capacité à jouir de ces récitations religieuses. Par exemple, une musulmane dit que lorsque ces récitations étaient diffusées, pendant que El-Rishi battait les femmes et les filles, y compris elle-même, et elle ne peut plus écouter ces récitations car cela lui cause un traumatisme et ça lui rappelle la bastonnade. El-Rishi a également montré verbalement que les auteurs considéraient les enfants comme des esclaves. Donc, il a pris des enfants de la section des femmes. Il a amené les enfants de la section des femmes aux auteurs qui leur imposaient leur propre idéologie en leur disant « Vous êtes des enfants de Rada ». Les dirigeants de Mitiga et autres auteurs exerçaient le contrôle par le biais des indicateurs 2-3 sur les enfants, les jeunes, et ils les isolaient dans des endroits séparés. Les jeunes prisonniers étaient envoyés à la mosquée pour la réhabilitation, étaient torturés par la méthode de Falaka, battus sur la plante des pieds, frappés, objets de châtiment pour qu'ils puissent obéir et être conformistes. Donc, ils étaient fouettés, battus. Les jeunes garçons étaient maintenus dans les cellules s'ils faisaient du bruit ou des problèmes. El-Ishri a torturé et battu les enfants, les jeunes. Un détenu régulièrement torturé par suspension, torture sexualisée, menace de viol. On l'a frappé dans le testicule. Indicateur 4, les femmes dans la section des femmes étaient forcées de voir, les enfants étaient forcés de voir leur mère et autres adultes soumis à la violence sexuelle, étaient eux-mêmes victimes de violences sexuelles. Les enfants et les jeunes étaient isolés et séparés des parents, victimes d'actes de violence sexuelle, de viol, y compris un enfant qui confirme avoir été volé par un dirigeant de Mitiga, et d'autres témoins l'ont décrit comme un violeur notoire d'enfants et de jeunes. Donc, je vais maintenant passer au chef 14 à 17. Bon nombre de détenus ont été persécutés pour différents motifs. Donc, je vais aborder 4 points. Les chefs ou motifs de persécution, les groupes visés, l'intention de persécuter, l'intersectionnalité, les motifs qui se recoupent, le nombre non exhaustif de détenus persécutés. Donc, nous avons 4 motifs de persécution, en commençant par le chef 14, persécution pour des motifs d'ordre politique. Dans ce cas, tous les migrants noirs ont été persécutés et pour des motifs d'ordre politique, pour avoir été perçus comme des migrants en situation irrégulière, ou comme des obstacles à ce que les auteurs de Mitiga considéraient comme des migrants en situation irrégulière. Donc, il était illégal pour ces auteurs de cibler tous les migrants noirs en vue de les persécuter pour des motifs d'ordre politique, en nous traitant automatiquement tous migrants noirs comme migrants en situation irrégulière en raison de leur irrégularité perçue ou supposée, et en les prenant pour cible, en particulier par le biais de traitements cruels, les traitant comme des esclaves, parce qu'ils étaient perçus comme étant inférieurs aux Libyens. La persécution pour des motifs d'ordre politique ne se limite tout simplement pas à l'appartenance d'un victime à un parti politique, à son adhésion à un parti politique. Il n'avait trait à une divergence d'opinion sur les affaires publiques. Même si une personne n'avait pas d'opinion politique, elle pouvait néanmoins
être prise pour cible pour des motifs politiques si elle était perçue comme opposée ou constituant un obstacle à la mise en œuvre de l'agenda politique des auteurs. Par exemple, lorsqu'un détenu aurait facilité le trafic illégal de migrants, El-Ishri lui a dit de manière sarcastique, je vais te faire une faveur, je vais te mettre avec tes amis migrants africains. Fin de citation. Lorsque le détenu a dit que ceci représentait pour lui une punition, car tous ces migrants africains noirs étaient maltraités et considérés comme des esclaves. Ils étaient détenus dans des cellules surpeuplées, exiguës. Les détenus libyens étaient également pris pour cible pour des motifs d'ordre politique, car ils étaient perçus comme ne se conformant pas à la position politique des auteurs de Mitiga, par exemple pour leur opposition perçue aux auteurs et à leur agenda ou intérêt politique. Par exemple, le P1026 a dit, je cite, Rada s'en prend à tous ceux provenant de l'Est de la Libye, car ils sont perçus comme étant des partisans de Haftar. Chef 15, persécution pour des motifs d'ordre religieux. Les Libyens, non-Libyens, y compris les migrants noirs, ont tous été la cible de persécution. Ils ne visaient pas tout simplement à persécuter ceux qui étaient perçus comme des non-croyants, mais tous ceux qui étaient en désaccord avec les auteurs, leurs pratiques, leurs croyances, tous ceux qui ne se conformaient pas à leurs opinions. Ceci inclut des musulmans pratiquants, ceux qui ont les mêmes croyances religieuses que les auteurs, mais qui ont dû souffrir également de manière violente, car les auteurs de Mitiga imposaient leurs pratiques idéologiques et croyances à tous. Par exemple, les musulmans pratiquants, pour les musulmans, il était important d'accomplir les ablutions avant la prière, mais ils ne pouvaient pas le faire car les détenus, car ils étaient battus, et ils quittaient rapidement leur cellule avant la prière. Toutes les femmes et tous les enfants, y compris les musulmans pratiquants, ont subi des tortures sensorielles infligées par El-Ishri, car ils diffusaient des récitations par haut-parleur pendant qu'ils étaient battus. Pour être clair, ce n'est pas la torture qui était diffusée, mais le fait de jouer en continu les récitations pendant qu'ils étaient sévèrement battus. De plus, les auteurs de Mitiga ont pris pour cible ces personnes via la torture, les traitements cruels, parce qu'ils étaient perçus comme en désaccord avec leurs pratiques et croyances idéologiques et étaient perçus comme des non-conformistes. Cela comprend d'autres musulmans, adeptes des courants idéologiques et pratiques divergentes des auteurs, chrétiens, athées, ceux qui l'ont soupçonné de pratiquer la sorcellerie. On les a forcés à se convertir, on les a torturés jusqu'à ce qu'ils se repentent, se convertissent. On les a supervisés jusqu'à ce qu'ils continuent, jusqu'à ce que les auteurs estiment qu'ils avaient adopté les croyances et leurs pratiques. Un détenu, un musulman, dont les opinions différaient de celles des auteurs, a été torturé par la méthode de suspension, sévèrement battu, menacé à la pointe d'un fusil pour qu'il puisse se conformer aux opinions religieuses. Il a dit « Je voulais tout simplement survivre ». Un autre chrétien détenu a été arrêté et détenu en raison de ses croyances religieuses, contraint à accomplir des activités religieuses, torturé. Il a dit nous voulions montrer que nous faisions des efforts pour apprendre, mais c'était un viol idéologique. Nous étions forcés à assister à des cours, à faire des prières contre notre gré. On se moquait de lui. Un tortionnaire lui a dit « Tu es un chien, tu es un chrétien ». Il a dit même après sa libération, ils ont continué à superviser ses activités religieuses et ses convictions. Un autre athée a dit que l'un des tortionnaires lui a dit « Soit tu crois en Dieu, soit on t'enverra auprès de Dieu ». Un autre
Des migrants noirs étaient ciblés pour persécution pour des motifs d'ordre national, racial ou ethnique, femmes et hommes. Ils ont été l'objet d'arrestations, de détentions, de mauvais traitements en raison de leur nationalité, de leur appartenance ethnique racialisée en tant qu'Africains noirs originaires d'Afrique du Nord. La perception raciste qu'avaient les auteurs, qu'ils les considéraient comme inférieurs, les opinions discriminatoires selon lesquelles les personnes à la peau foncée étaient des esclaves. La situation est aggravée par le fait qu'ils étaient perçus comme des migrants en situation irrégulière. Ils ont subi les pires traitements à Mitiga, objet de violences physiques, psychologiques, assimilables à la torture, traitement cruel. Dans la section des femmes, une détenue a décrit comment F3028, migrante noire, s'est vue refuser des traitements médicaux par El-Shri et est décédée. Le suspect a dit laissez-la mourir. Quand le diable meurt, c'est mieux pour les anges. Fin de citation. P0595 a décrit le sort réservé à tous les migrants noirs. Et je cite, et elle a dit, en général, les prisonniers africains subissaient une discrimination. Ils étaient davantage battus, traités comme des esclaves à l'intérieur de la prison. Donc, ils étaient tous d'accord. Les migrants africains noirs recevaient les pires traitements. Toutefois, il y avait d'autres détenus, également ciblés pour persécution en raison de leur nationalité, leur race et leur ethnie, leur apparence ethnique. Par exemple, 1710 décrit comment les détenus, y compris les Libyens, qui venaient d'une ethnie à peau foncée, étaient appelés esclaves. Ils étaient traités moins favorablement que les autres Libyens. 0730 décrit comment les auteurs de Mitiga visaient pour comportement discriminatoire presque tous les Libyens en leur imposant les pires types de travaux forcés par rapport aux autres Libyens. Chef 17, les détenus ont également été persécutés pour des motifs sexistes. Il y avait trois principales catégories de détenus, à savoir toutes les femmes et les filles de Mitiga. Certaines détenues en raison de leur identité de genre perçue ou supposée, y compris leur orientation sexuelle, notamment les homosexuels ou gays, les soi-disant hommes et femmes efféminés, ainsi que les filles et les femmes considérées comme masculines, tous les hommes et les garçons soumis à des violences destinées à les féminiser ou les émasculer. Tous ces détenus ont été visés par des arrestations, détentions, mauvais traitements, y compris sans s'y limiter les actes de violence sexuelle et reproductive. En vertu de l'article 7.3 du statut de Rome, le genre est défini comme étant les deux sexes, masculin et féminin, dans le contexte de la société. Cette référence à l'expression dans le contexte de la société implique d'examiner les constructions sociales pertinentes de genre, y compris les hiérarchies de genre, les identités sexuelles et de genre et les expressions de genre. Ceci inclut l'orientation sexuelle. Comme Trifter le dit, l'article 7.3 doit être lu à la lumière de l'article 21.3 pour interpréter cette disposition de manière large et inclusive afin d'inclure la prise possible de personnes sur la base de leur identité sexuelle. De même, devant ce tribunal, cette cour, PTC2 a confirmé la décision relative au mandat d'arrêt contre deux hauts dirigeants talibans, à savoir que la persécution liée au genre inclut la prise possible de personnes en raison de leur identité de genre, expression sexuelle, et ceci comprend l'identité de genre. En Colombie, la juridiction pour la paix a confirmé un certain nombre d'affaires, y compris l'affaire Marco, l'affaire 11, l'affaire Marco, à savoir que les personnes étaient prises pour cible en raison de leur orientation sexuelle. Et dans ce cas, dans la présente affaire, dans cette affaire-là, les victimes ont été prises pour cible en raison d'une persécution liée au genre, en raison de leur expression sexuelle, l'identité de genre considérée comme incompatible avec les auteurs.
Les femmes et les filles ont été arrêtées pour des comportements considérés comme s'écartant de la vision qu'avaient les auteurs. Comme je l'ai dit, certains ont été arrêtés en raison de leur emploi, notamment les journalistes, les politiciennes, les chanteuses. D'autres en raison de leur comportement public, par exemple le fait qu'elles se retrouvent sur les médias sociaux ou être vues en compagnie de petits amis. Toutes ont été torturées, soumises à des traitements cruels, à des abus de manière genrée. Par exemple, elles ont été l'objet de violences, des viols par voie anale et vaginale, violences ciblant les seins, les fesses, en l'utilisation d'un langage misogyne relativement à leur genre. Elles étaient traitées de salopes, sabillas, putes, traînées. Certaines ont vu leur autonomie reproductive prise pour cible. Une femme enceinte a été torturée après avoir rompu les os. P1736 n'est plus en mesure d'avoir des enfants et comprend que cela résulte des viols, tortures et conditions de détention. Certaines ont été victimes de violences et viols. Les femmes et les filles ont été contraintes d'avoir des rapports sexuels pour obtenir de la nourriture et des médicaments pour elles-mêmes et leurs enfants. Comme je l'ai dit, le travail forcé et la violence sexuelle étaient de mise. Les femmes étaient contraintes d'effectuer des tâches ménagères et étaient exposées au risque de bastonnade. On leur imposait un code vestimentaire, des tenues genrées. Et cela s'accompagnait également de sanctions en cas de non-respect. Khaled préférait les petits garçons aux petites filles qui naissaient. Il a traité un petit garçon né dans la section des femmes qui a reçu rapidement des soins médicaux du lait des couches. Mais lorsque une fille est née, elle a été privée de soins médicaux. Il a vérifié que c'était une fille et lorsqu'il a découvert que c'était bien le cas, il a verrouillé la section des femmes, le bébé est mort. La victime, S2152, a été arrêtée pour avoir soutenu des femmes que les auteurs considéraient comme portant des vêtements inappropriés. Deuxièmement, les personnes LGBTQI ont été arrêtées, détenues, victimes de mauvais traitements car elles étaient considérées comme ne se conformant pas aux attentes et aux opinions des auteurs en matière de genre. Elles ont été la cible de tortures à caractère sexuel reproductive, de violences reproductives, d'insultes, discrimination verbale, menaces. Un détenu, un homosexuel, a été torturé. Il a été forcé de se déshabiller, se mettre entièrement nu, les fesses en l'air. On lui a demandé de se repentir. On lui a demandé combien de fois il avait été pénétré. Il avait été violé oralement, analement. Il a été contraint de toucher son pénis. On l'a appelé mule, terme péjoratif pour dire homosexuel. Il a été raillé et des auteurs ont tenté de lui pénétrer l'anus avec les doigts. Un autre auteur, lorsqu'il a tenté de le violer, lui a dit « Je connais beaucoup d'autres gays comme toi. Si tu restes ici, tu subiras le même sort, tu seras tué. » Un responsable de Mythica lui a dit, je cite, « Tu ne vas jamais te repentir, tu mérites d'être tué. » D'autres, dont P54, a été frappé. On estimait qu'il était un gay alors que ce n'était pas le cas. Il a été ciblé pour violences sexuelles, travaux forcés, pour avoir été considéré comme efféminé. La nourriture. Les hommes et les femmes étaient soumis à la violence sexuelle afin de les subjuguer. Leurs parties génitales étaient ciblées, le pénis, les fesses. Comme le témoin 1710 l'a dit, il a décrit comment on lui a frappé dans les fesses, dans les parties génitales. Et il dit « Cela m'a fait sentir comme si je n'étais plus un homme. » Donc, passons à l'intersectionnalité et au nombre de victimes. Bon nombre de victimes de persécution ont été persécutées pour divers motifs multiples concomitants. Vous avez décidé, honorable juge, que certains motifs de persécution tels que la religion
s'impose et tous les détenus de Mitiga ont été persécutés. Une approche prudentielle s'impose. Dans le document de notification de charge, il a été indiqué qu'au moins 138 victimes ont fait l'objet de persécutions et ce nombre n'est pas exhaustif. Dans le mémoire préalable à la confirmation, il est indiqué qu'au moins 173, on a dénombré au moins 173 victimes. Comme pour la réduction en esclavage, ces chiffres sont minimaux. À l'annexe 13, les victimes ont été répertoriées pour différents motifs de persécution sous le seul motif principal de persécution. Il est clair que les faits relatifs à chaque victime individuelle de persécution, pour ces faits, il existe des motifs qui se recoupent. Et ces personnes ont été victimes de persécution pour des motifs intersectionnels. Je vais maintenant présenter des diapositives de ces 173 victimes de persécution et certaines ciblées pour des motifs concomitants. Le chef 17, nous avons énuméré au moins 19 victimes pour persécution pour des motifs d'ordre politique. Chef 15, au moins 17 victimes pour persécution pour des motifs religieux. Chef 16, au moins 47 victimes pour persécution pour des motifs d'ordre national, racial et ethnique. Chef 19, au moins 90 victimes pour des motifs sexistes. Il est important de comprendre comment est-ce que ces motifs concomitants se recoupent. Par exemple, à commencer par les migrants noirs, nous avons listé au moins 47 migrants noirs victimes de persécution pour des motifs d'ordre national, racial ou ethnique. Mais ces mêmes 47 migrants noirs africains ont également été persécutés pour des motifs d'ordre politique et comme d'autres détenus pour des motifs d'ordre religieux. Deuxièmement, les femmes migrantes noires, nous avons cité au moins 4 migrantes noires comme étant des victimes pour des motifs sexistes. Ces 4 femmes ont également été persécutées pour des motifs d'ordre national, racial ou ethnique, pour des motifs d'ordre religieux et politique. Troisièmement, d'autres femmes et filles représentaient 67 des victimes représentées listées pour persécution pour motifs sexistes. Des femmes et des filles également victimes de persécution pour des motifs religieux. De même, d'autres victimes, hommes et femmes, ont été pris pour cible parce qu'ils étaient perçus comme étant homosexuels, visés pour être masculés ou féminisés. Donc, 11 victimes ont été victimes de persécution pour motifs sexistes et 8 pour persécution d'ordre politique. Donc, évaluer ces victimes de persécution, il faudrait prendre en compte les circonstances individuelles et les types de groupes persécutés. Donc, parlons maintenant de l'intention. Les auteurs de Mitiga ont agi avec l'intention de persécution requise. Qu'est-ce que cela signifie? Comme pour tout crime, il y a une différence entre la motivation et l'intention. Et cela n'est pas pertinent s'agissant des motivations que peuvent avoir les auteurs pour persécuter. Certains ont été motivés par le pouvoir, par l'argent, par l'idéologie pour certains, mais la question est de savoir est-ce qu'ils avaient l'intention d'exercer une persécution pour ces motifs. Par exemple, un gardien de Mitiga qui a battu un détenu pour les sortir de leur cellule, les forcer à s'agenouiller, à réciter des prières, qui les ont frappés pour non-conformité, était animé de l'intention de les persécuter pour des motifs religieux. Cela importe peu que ces gardes soient motivés par leur propre idéologie ou non. En conclusion, Madame la Présidente, Mesdames les juges, il existe des motifs substantiels de croire que ces crimes ont été commis aux chefs 13 à 17, que ces crimes soient confirmés aux fins du jugement. Je passe maintenant la parole à mon collègue Mourad Echam. Merci beaucoup. Monsieur Mourad, vous avez la parole.
Monsieur Mourad. Merci, Madame la Présidente, Mesdames les juges. Dans mon intervention aujourd'hui, je vais parler de la responsabilité pénale individuelle de Khaled El-Hishri. L'accusation fait valoir que Khaled El-Hishri a engagé sa responsabilité pénale au titre des articles 25.3a, B, C et ou D, comme cela est indiqué à l'écran. Sur la base des éléments de preuve dont nous disposons, l'accusation fait valoir qu'il existe des motifs substantiels de croire que Khaled El-Hishri a commis les crimes qui lui sont reprochés au titre de tous ces modes de responsabilité. Tout en notant que ces modes sont applicables aux faits de l'espèce, à titre cumulatif ou à titre subsidiaire, l'accusation demande néanmoins que la Chambre confirme chacun de ces modes de responsabilité. Cette approche a pour but d'assurer l'économie judiciaire et donner un préavis suffisant à la défense quant aux modes de responsabilité pour lesquels Khaled El-Hishri sera éventuellement jugé. Il appartiendra ensuite à la chambre préliminaire, à la chambre de première instance, sur la base d'un procès en bonne et due forme, d'apprécier les modes spécifiques pour lesquels Khaled El-Hishri pourra être éventuellement condamné. Cette approche va dans le droit fil également de la décision récente prise par votre chambre s'agissant de la confirmation des charges dans l'affaire Duterte. Avant de poursuivre ma présentation plus avant, je souhaiterais marquer une pause pour un instant et faire remarquer que, s'agissant du mode de commission directe, Khaled El-Hishri a commis personnellement tous les 17 chefs d'accusation qui lui sont reprochés, à l'encontre d'au moins 159 victimes. Ce chiffre n'est qu'un échantillon représentatif des victimes que l'accusation a pu recenser à titre conservateur. S'agissant des faits de l'espèce, nous notons que le comportement de Khaled El-Hishri au titre du mode de commission directe est significatif au moins de deux façons distinctes. Premièrement, aucun des crimes qui lui sont reprochés n'a pas été commis par lui. Deuxièmement, ce nombre de victimes identifiées, s'il est vrai que notre approche a été conservatrice aux fins de la confirmation des charges, continue d'être un des chiffres les plus élevés, le nombre le plus élevé de victimes ciblées par quelque suspect que ce soit en sa qualité d'auteur direct ayant comparu devant cette cour jusqu'à aujourd'hui. Cela montre clairement que Khaled El-Hishri a commis directement ces crimes. Il a créé une culture d'impunité pour les crimes allégués et il a donné un mauvais exemple aux autres auteurs de Mitiga. Mesdames les juges, je vais répartir ma présentation en deux parties. Dans un premier temps, et afin d'éviter toute répétition superflue, je vais me focaliser sur les contributions essentielles de Khaled El-Hishri à la commission des crimes qui constituent un fondement commun pour toutes les autres formes de modes de responsabilité. Dans un deuxième temps, pour ne pas perdre de temps, je vais me concentrer sur trois types de modes de responsabilité, à savoir les modes visés par l'article 25.3a, comme cela est indiqué à l'écran. Notre argumentaire concernant ces trois modes de responsabilité au titre des articles 25.3a, 3b à d sont indiqués clairement au paragraphe 154 à 255 du mémoire de préconfirmation des charges. J'en arrive maintenant aux contributions essentielles apportées par le suspect. Premièrement, Khaled El-Hishri a contribué à la commission des crimes par l'exercice de son autorité générale et l'influence qu'il avait à l'intérieur de la prison de Mitiga. Plus de 20 témoins apportent des témoignages corroborant son autorité et son rôle de premier plan au sein des SDF Rada et dans la prison. Cela est décrit au paragraphe 158 à 160 du mémoire de l'accusation. Au moins 5 témoins ont déclaré de façon très claire que Khaled El-Hishri était le commandant second après Abdelraouf Kara, le dirigeant sans conteste de la SDF Rada. Les éléments de preuve démontrent que Khaled El-Hishri n'était pas un simple symbole, loin de là. En effet, des témoins l'ont décrit comme étant un homme puissant
un des fondateurs de RADA et un officier de haut rang. Un des principaux piliers de RADA est qu'il avait un pouvoir absolu. Il avait un rôle et un pouvoir réel, et il avait une autorité sur le personnel de la prison, y compris les commandants de car, les gardes, le personnel médical, les interrogateurs, ainsi que les unités d'arrestation et surtout les détenus, comme cela est indiqué au paragraphe 161 de notre mémoire. Même les membres de la police judiciaire qui relèvent officiellement de l'autorité de Najim, le directeur de la prison, ne pouvaient pas aller à l'encontre des ordres de Khaled el-Hishri. Lorsqu'ils ont procédé à l'arrestation de l'ami de Khaled el-Hishri et qu'ils ont confisqué ses animaux, Khaled el-Hishri s'est rendu au quartier général de la police judiciaire, a tiré sur les officiers de la police judiciaire, a libéré son ami et a retourné les animaux confisqués. S'il est vrai que l'accusation adopte une approche conservatrice, à savoir que el-Hishri est au moins un père de Najim, de nombreux témoins disent que Najim était sous les ordres et l'autorité d'el-Hishri en dépit de sa position officielle en tant que directeur de la prison. Certains disent même que Najim était intimidé par el-Hishri et que les gardes et les commandants étaient à l'évidence avaient beaucoup plus peur d'el-Hishri que de Najim. Dans un cas particulier, Najim a ordonné à un détenu d'installer des caméras dans la prison. Lorsqu'el-Hishri a pris connaissance de cet ordre, il a crié après le détenu en disant « Cela n'arrivera pas ». Il a alors ordonné au détenu de retourner vers Najim pour lui dire directement que l'installation n'aurait pas lieu. Tout un chacun savait que les ordres d'el-Hishri devaient être obéis. Les gardes de prison et même Najim ne pouvaient pas faire fi des ordres d'el-Hishri. Ainsi, lors d'une occasion, el-Hishri a torturé un détenu et l'a laissé suspendu au plafond pendant des heures. Ces cris d'agonie ont attiré l'attention d'un cheikh de la prison qui est venu à sa rescousse. Mais une fois qu'il a compris que c'était la décision d'el-Hishri, il a dit au détenu, et je cite, « Il ne pouvait pas intervenir parce que c'était el-Hishri qui avait donné l'ordre de cela. » Il a dit qu'il aurait pu intervenir pour mettre fin à la torture si la décision avait émané de quelqu'un d'autre. Il a également dit que s'il tentait de l'aider, il risquait alors d'être suspendu lui-même par el-Hishri. Fin de citation. Des éléments de preuve démontrent également que lorsque el-Hishri plaçait un détenu dans une cellule, pas les gardes, pas même Najim ne pouvaient sortir ce détenu de cette prison ou l'envoyer à une autre cellule. Même pour des questions aussi simples que le fait d'ouvrir la porte d'une cellule pour que les détenus puissent avoir un peu d'air frais ou allumer un ventilateur, les gardes se disaient souvent incapables de prendre la moindre décision qui pourrait changer quelque chose qui avait été fait ou ordonné par el-Hishri. Lorsque le témoin P1673 a demandé aux gardes d'ouvrir la porte d'une cellule, le garde a répondu, et je cite, « Le cheikh Khaled al-Bouti l'a fermé et nous n'avons pas la capacité de l'ouvrir. » Fin de citation. Comme le démontrent les éléments de preuve, l'autorité d'el-Hishri dans la prison allait au-delà des ordres même émanant du procureur général de la Libye. Une fois, lorsque Khaled el-Hishri a appris que le procureur général avait ordonné le transfèrement d'un détenu de la prison de Mitiga vers une autre prison, cela l'a enragé et il a dit à notre détenu « Tu es allé à Al-Sour pour te plaindre, Al-Sour n'a aucun pouvoir. Il n'est rien comparé à nous. C'est nous qui avons le pouvoir. » Fin de citation. À une autre occasion, el-Hishri a refusé de libérer P0665. Il l'a battu partout sur son corps et lui a dit, et je cite, « Je suis Khaled Mohammed el-Hishri et c'est moi le procureur général. » Après quoi, il l'a ramenée en prison où elle est restée en détention.
Madame la Présidente, Mesdames les juges, s'il est vrai qu'il ne s'agit là que de quelques exemples illustrant le pouvoir et l'autorité d'El-Heshri tout à l'intérieur de la prison, les éléments de preuve dont vous disposez montrent, au-delà de ces exemples, que l'exercice de l'autorité d'El-Heshri sur les détenus allait au-delà ou concernait plus que les simples aspects de leur vie. Il était souvent présent, c'est lui qui gérait les affaires quotidiennes de la prison. Les détenus le voyaient souvent, plusieurs fois par jour. Il patrouillait la prison, il effectuait les inspections de cellules, il surveillait les détenus ainsi que les gardes grâce à des caméras de surveillance. El-Heshri avait la capacité de décider de la quantité et de la qualité de la nourriture fournie aux détenus, ainsi qu'à l'accès de ceux-ci aux soins médicaux. Il imposait des conditions de détention sévères aux détenus et refusait toute tentative d'améliorer les conditions de vie de ces détenus. Plutôt que de faire cela, il prenait souvent des mesures pour empirer les situations de détention des détenus et accru ainsi la souffrance des détenus. Il refusait les visites familiales et imposait des châtiments sévères. Il voulait toujours infliger le plus de douleur possible. Pour citer le témoin P1720, El-Heshri, et je cite, prenait des décisions concernant tous les aspects de la vie à l'intérieur comme à l'extérieur de la prison. Fin de citation. De même, le témoin P1673 a dit El-Heshri gérait les affaires quotidiennes des détenus, le transfèrement des détenus et il surveillait aussi leur torture. Son simple nom effrayait tant les prisonniers que les gardes. Une fois, parce que certains détenus avaient fait du bruit dans leur cellule ou avaient laissé la lumière allumée, El-Heshri, comme l'a décrit le témoin P0650, a pris tous les détenus qui étaient dans cette cellule, les a sortis dans la cour et les a forcés à rester dans une position de stress, et il se promenait autour d'eux en battant tous les prisonniers qui ne pouvaient maintenir cette position. Khaled El-Heshri les laissait dans cette cour et les surveillait à travers la caméra de surveillance pour revenir de temps en temps battre les détenus qui ne maintenaient pas la position de stress. Comme le démontrent les éléments de preuve, la famille de Khaled El-Heshri lui a donné plus de pouvoir, surtout sachant que son oncle maternel est Dawi Nizam, un membre de haut rang de la SDF Rada. Les deux frères d'El-Heshri travaillaient également à la prison. À cet égard, les détenus aimaient à dire que la prison de Mitiga était, et je cite, une prison de famille. Fin de citation. Elle faisait référence à la famille d'El-Heshri comme étant la famille royale. Khaled El-Heshri et ses propos illustrent l'importance des liens familiaux dans cette prison. Lorsque un des parents d'El-Heshri s'est plaint de la manière dont un régime le traitait, El-Heshri lui a répondu, et je cite, « Fais ce que tu as à faire. Nous sommes la famille, nous sommes de la même famille et ce lieu nous appartient. » Fin de citation. De nombreux témoins détenus à Mitiga ont été témoins de première main de l'exercice de l'autorité par El-Heshri et ils disent tous que tout le monde le craignait. Le témoin P1685 a dit que pendant toute sa période de détention, qui a duré pendant des années, il pouvait voir que les gardes avaient très peur d'El-Heshri. Chaque fois qu'il arrivait, ils avaient peur de lui. Ils faisaient tout pour éviter toute interaction avec lui. Il pouvait se rendre dans n'importe quelle cellule, en sortir un détenu quelconque. Il avait un pouvoir absolu, tout simplement. Le témoin a ajouté qu'El-Heshri avait la réputation d'avoir des sautes d'humeur et il était toujours prêt à prendre son arme et tirer sur qui il voulait. Pour expliquer comment l'autorité d'El-Heshri était perçue dans la prison, le témoin P0569
a dit en ces termes simples, je cite, « Les gens avaient peur de lui beaucoup plus que de Dieu lui-même. » Fin de citation. El-Heshri avait le pouvoir de discipliner les auteurs de Mitiga. À titre d'exemple, une fois, il a placé un commandant ainsi que ses gardes en isolement solitaire simplement parce qu'ils avaient donné à un détenu un téléphone pour qu'il puisse parler à sa famille. D'autres exemples décrits au paragraphe 163-164 de notre mémoire démontrent qu'il punissait également d'autres gardes, soit en les passant à tabac, soit en tirant sur eux. Mesdames les juges, El-Heshri ordonnait aux gardes et d'autres auteurs de commettre des actes violents à l'encontre des autres détenus, y compris les passages à tabac, la torture. Il leur ordonnait de les suspendre et de commettre des actes de violence sexuelle contre eux. Par exemple, il a ordonné à des gardes et des détenus réduits en esclavage de suspendre 3 détenus. Il leur a interdit de leur apporter quelque assistance que ce soit. El-Heshri a précisément donné comme instruction de ne pas leur donner de nourriture pour les laisser mourir de famine. Ces ordres ont été exécutés et 3 jours plus tard, au moins un de ces détenus trouvait la mort. Plusieurs témoins étaient eux-mêmes des victimes des crimes commis des suites des ordres donnés par El-Heshri. Je vous renvoie, mesdames les juges, au paragraphe 68 et 169 de notre mémoire où nous décrivons la victimisation d'au moins 7 témoins sous les ordres de El-Heshri. J'en arrive maintenant à la deuxième contribution essentielle de Khaled El-Heshri. Il avait la capacité particulière d'exercer un contrôle direct sur la section des femmes. Et grâce à ce contrôle, il a contribué à la commission des crimes. Plus de 30 témoins confirment ce rôle tel que décrit au paragraphe 181 à 187 de notre mémoire. Je vais me contenter de mentionner quelques exemples dans mon intervention pour vous expliquer quelques-unes des manières qu'il utilisait pour contrôler cette section. D'abord, il avait un contrôle strict sur l'accès à la section des femmes, même lorsqu'il n'était pas physiquement présent. Des témoins ont dit que El-Heshri avait un contrôle total sur la section des femmes. C'est lui qui détenait les clés de la section et personne n'était autorisé à se rendre dans cette section sans sa permission. Le dirigeant de Rada, Abdurraouf Kara, avait interdit à tous, sauf à El-Heshri, d'entrer dans la section des femmes, y compris Nejim. Le témoin P0943, qui elle-même était détenue dans cette section, dit, et je cite, « Khalid El-Heshri venait dans la section des femmes tous les jours. Il avait les clés de notre section, donc c'est lui qui était celui qui ouvrait les portes et escortait les autres gardes à l'intérieur et à l'extérieur. Il disait toujours qu'il ne faisait confiance à personne, il ne pouvait pas confier les clés à qui que ce soit. » Fin de citation. Une autre détenue, la témoin P1736, a dit que El-Heshri était la seule personne à décider quoi que ce soit se rapportant aux détenues femmes. Et les détenus le savaient. Ainsi, le témoin P0569 dit que les gardes n'avaient pas l'autorisation d'entrer dans la section des femmes en l'absence d'El-Heshri, ne serait-ce que pour leur donner à manger. Il doit être présent pour cela. Les urgences médicales n'étaient pas une exception. Le témoin P0054 décrit un incident où une prisonnière a souffert d'un accident vasculaire. Et donc, en dépit des cris au secours, personne n'a osé ouvrir la porte avant l'arrivée d'El-Heshri. Puisque c'est lui qui contrôlait l'accès à la section des femmes, cela signifiait que dans des cas d'urgence, El-Heshri devait être informé et décider de ce qu'il convenait de faire en cas d'urgence. Le témoin P0665 a déclaré qu'il avait une fille détenue qui souffrait d'asthme. Les autres femmes se trouvant dans la cellule avec elle pensaient qu'elle était morte.
Alors elles ont frappé sans cesse à la porte en criant que la fille était morte. El-Heshri, qui était à l'extérieur de la prison à ce moment-là, s'est énervé parce que cet incident l'avait dérangé, ce qui voulait dire qu'il fallait qu'il retourne à la prison. Et lorsqu'il est arrivé, il a menacé les détenues femmes en disant, et je cite, « S'il vient et qu'il se rend compte que la fille est encore en vie, eh bien, il suspendrait toutes les filles à l'extérieur. » Fin de citation. Deuxièmement, il exerçait un contrôle quotidien sur les femmes, les filles et les jeunes enfants détenus dans la section des femmes. Il contrôlait leur accès à la nourriture et aux soins médicaux. Il déterminait leur détention, l'attribution des cellules et leur libération. C'est lui qui menottait, bandait les yeux et escortait les femmes et les filles lorsqu'elles se déplaçaient dans la section des femmes. Et il les emmenait aussi dans ce qu'on appelait le quartier islamique ou le Naqliya et à participer à leur interrogatoire ainsi qu'à leur torture. Il effectuait également des fouilles à corps des détenues femmes et ordonnait aux autres détenus de procéder à des fouilles sous sa supervision pendant qu'il était là et qu'il surveillait tout ce qui se passait. Troisièmement, l'autorité d'Al-Heshri était également manifeste dans le pouvoir sans limite qu'il avait à battre les filles personnellement et les femmes à maintes reprises et en public au vu et au su de tous. Des témoins ont décrit les passages à tabac des femmes et des filles par Al-Heshri comme étant continus et brutals. Cela a mené le témoin P1736, à titre d'exemple, à apporter des vêtements d'hiver épais en plein été pour se protéger et réduire la douleur des suites des passages à tabac. Lorsqu'Al-Heshri la battait, alors qu'elle portait ses couches supplémentaires de vêtements, elle ressentait des coups, mais les vêtements d'hiver la protégeaient un peu. Et ayant remarqué ce qu'elle avait fait, El-Heshri l'a surpris le lendemain. Il est arrivé très tôt avant de lui donner l'occasion de mettre de nouvelles couches de vêtements. Il l'a battue grièvement, à tel point qu'elle saignait d'un peu partout. Le lendemain, El-Heshri a répété la même chose. Les éléments de preuve démontrent que les passages à tabac étaient la norme et qu'ils pouvaient être déclenchés pour quelque raison que ce soit. Le témoin P1750 dit, et je cite, « Khaled El-Heshri avait l'habitude de battre les femmes à l'heure du dîner, de sorte qu'elles ne fassent pas de bruit la nuit. » Fin de citation. Selon un témoin, les cris des femmes étaient tellement forts que d'autres détenus pleuraient simplement en entendant ces cris. Ils se couvraient les oreilles pour ne pas entendre ces cris agonisants. Madame la Présidente, Mesdames les juges, la troisième contribution essentielle d'El-Heshri consiste dans le fait qu'il a lui-même commis des crimes directement et de manière répétée sur une échelle assez large et de manière très sauvage. Les témoins décrivent invariablement El-Heshri comme un tortionnaire notoire. Le P1710 dit El-Heshri torturait les détenus de façon barbare. Il battait qui il voulait avec tout ce qu'il avait entre les mains, que ce soit une pelle, un marteau ou un PPR. Il punissait tous les détenus de toutes les sections et de toutes les cellules pour quelque raison que ce soit. Comme l'a décrit le témoin P1720, El-Heshri ordonnait fréquemment aux gardes de sortir les détenus et de les conduire dans une cour, après quoi il leur ordonnait de s'allonger par terre sur leur ventre et il les battait avec un PPR tout en les insultant et en les injuriant. Le témoin a décrit, et je cite, « Ces punitions ont brisé mon esprit. Ils étaient humiliants et déshumanisants. Et j'avais l'impression que ma dignité se détériorait, surtout sachant que je n'avais rien fait de mal. » Fin de citation. Le témoin P0571 dit qu'El-Heshri
après avoir tiré sur des détenus, donnait souvent comme instruction aux gardes de ne pas leur prodiguer de soins médicaux. La brutalité d'Al-Heshri est illustrée par les exemples concrets suivants. Lors d'un incident, Al-Heshri a torturé le témoin P1685 et un autre détenu afin d'obtenir des informations. Il les a battus avec une barre de métal renforcée, du genre qu'on utilise en construction. Il les frappait aux genoux, il les frappait au coude et à la tête. Et il les frappait tellement fort que la barre de métal pliait sous les coups. Le témoin disait qu'il avait l'impression qu'on était en train de l'électrocuter au cerveau. Il sentait la douleur traverser sa moelle épinière. Fin de citation. Après ce passage à tabac, El-Heshri s'est fait dire que les détenus allaient mourir. Ce à quoi il a simplement répondu « Eh bien qu'ils pourrissent ». Madame la Présidente, suite à des ordres d'El-Heshri, le témoin P0925, un ancien détenu à la prison, a été emmené à ce qu'on appelle le quartier islamique. Là, il y a trouvé 4 détenus qui étaient déjà suspendus avec des crochets au plafond. 2 d'entre eux avaient les épaules disloquées des suites de cette suspension. El-Heshri était simplement assis devant eux, il mangeait tranquillement. Le témoin dit qu'il ne pouvait pas croire que quelqu'un pouvait manger calmement alors qu'il avait devant lui des personnes qui étaient suspendues, qui criaient et qui le suppliaient de les aider. Lorsque El-Heshri a interrogé le témoin, le témoin a dit que celui-ci était innocent et qu'il n'avait rien fait de mal. El-Heshri a réagi à cela en ordonnant aux migrants africains noirs de le suspendre. La douleur était tellement forte que le témoin ne pouvait plus la supporter. Il a commencé à crier. Ce à quoi El-Heshri a simplement pris son arme de poing et l'a tiré sur lui. C'était un coup de grâce, comme le témoin l'a décrit, parce que c'est cette balle qui lui a fait perdre conscience et donc qui a mis fin à sa souffrance. Madame la Présidente, Mesdames les juges, les éléments de preuve dont vous disposez illustrent de nombreux exemples des actes violents commis par le suspect. Nous avons entendu, dans le cadre de la présentation des éléments à charge, que lorsqu'il poursuivait un prisonnier avec une pelle, l'utilisant comme une sorte d'axe, il a frappé la victime jusqu'à ce que celle-ci ne puisse plus bouger et son sang couvrait le sol. Nous avons également entendu qu'il avait l'habitude de battre les femmes détenues et qu'il n'arrêtait pas de les battre avant qu'elles ne saignent. Nous savons également qu'il a utilisé un PPR pour infliger une douleur extrême aux femmes. Et lorsqu'il a vu des détenus suspendus avec les mains devant leur corps, pour lui, ce n'était pas suffisamment douloureux. Il les a alors suspendus en mettant leurs mains derrière le dos. Il a tiré sur leur corps jusqu'à ce que leurs épaules se disloquent. Encore une fois, il s'agit là de quelques exemples parmi tant d'autres des actes violents commis personnellement par Khaled El-Heshri. Madame la Présidente, Mesdames les juges, j'en arrive maintenant à la deuxième partie de ma présentation où je vais mettre l'accent sur les modes de responsabilité allégués au titre de l'article 25.3a. Et je vais commencer par le mode de co-commission. Dans les éléments de preuve que nous vous avons présentés, il existe des motifs substantiels de croire qu'Al-Heshri a commis les crimes qui lui sont reprochés dans tous les chefs d'accusation, conjointement avec d'autres auteurs, y compris Abdelraouf Kara, Dao Enzam et Njim. Abdelraouf Kara est un membre fondateur de SDF Rada et il en est le dirigeant suprême. Il exerçait le contrôle général sur la prison de Mitiga,
par le truchement des dirigeants de la prison de Mitiga, y compris El-Heshri, Enzam et Nejim. Il a personnellement était présent dans la prison, il a assisté à l'interrogatoire des détenus, ordonné leur torture, refusé de leur prodiguer des soins médicaux et autorisé la commission de crimes violents avec d'autres co-auteurs, y compris El-Heshri et Nejim. Dawi Nizam, un complice proche de Kara et un membre de haut rang de SDF Rada. Comme cela a été indiqué, il s'agit de l'oncle maternel d'El-Heshri. Il a collaboré étroitement avec Kara et les autres co-auteurs. Il a aidé à préserver et maintenir le contrôle sur la prison de Mitiga et le complexe de Mitiga plus largement. Il a discipliné les membres de SDF Rada, il a participé à la commission de crime en torturant des détenus avec El-Heshri NG. Et enfin, Oussama Njim était un principal membre de SDF Rada, proche associé de Kara. Il a servi comme directeur officiel de la prison de Mitiga. Il a mené et supervisé un grand nombre d'actes de torture et d'abus, sous-tendu par l'émission d'un mandat d'arrêt par cette cour pour des crimes de même nature sur le même lieu et dans la même période de temps qui englobe la portée temporelle de cette affaire. El-Heshri s'est coordonné avec ses co-auteurs pour imposer et préserver un système de mauvais traitement et d'abus. Système qu'ils ont organisé à Mitiga pour perpétrer les crimes à travers un plan commun. Les preuves montrent que les crimes relevant de tous les chefs étaient perpétrés dans le cadre d'un plan commun entre les co-auteurs, avec l'objectif d'exercer un contrôle sur les personnes sous le contrôle ou la garde des auteurs de Mitiga, dans les intérêts des SDF Rada ou de ses membres, à travers des moyens comme le châtiment, la coercition ou l'exploitation. Essentiellement à la prison de Mitiga, mais également dans d'autres lieux, à Tripoli et aux alentours, dans le cadre temporel de notre affaire. Mesdames les juges, tel que la jurisprudence de la Cour l'établit, un plan commun n'a pas besoin d'être explicite. Il peut être induit des faits et circonstances d'une affaire. En cette affaire, l'existence d'un plan commun est démontrée par les points suivants. 1. Les co-auteurs utilisaient la prison de Mitiga comme un outil pour servir les intérêts d'SDF Rada et leurs propres intérêts, en particulier pour punir des opposants considérés comme opposants, pour gagner de l'argent, pour avoir accès à un travail gratuit et souvent en visant des migrants africains noirs, intimider des personnes ou leur extraire des informations. C'est encore illustré par les exemples suivants. À une occasion, Kara a ordonné la torture d'un détenu parce qu'il, je cite, sait qui est Rada et comprend les conséquences de par les mal de Rada. Fin de citation. El-Heshri, Njim et Nzam ont torturé des détenus parce qu'ils les soupçonnaient d'être affiliés avec des groupes armés rivaux. Nzam a exigé et collecté des rançon pour la libération de détenus. Lorsqu'un proche de l'un des détenus a critiqué SDF Rada publiquement, Nzam menaçait ce détenu de le placer à l'isolement et le forcer à commettre ou à admettre d'avoir commis des crimes devant une caméra si ses proches ne s'excusaient pas publiquement à propos de ce qu'ils avaient dit de SDF Rada. Voilà des exemples simples qui montrent comment les crimes et dans quel objectif ces crimes étaient commis pour servir leurs intérêts en tant que groupe ou individuel. Deuxièmement, l'existence d'un plan commun est également induite de la nature systématique des crimes allégués
et par la période prolongée de leur perpétration. Comme mon collègue M. Van der Weyf l'a dit, il y a beaucoup de preuves qui démontrent la nature systématique des mauvais traitements des détenus depuis leur arrivée, les tortures initiales et leur interrogatoire. Puis des mauvais traitements durables tout au long de leur détention et sur une période de temps prolongée. Voici autant d'exemples d'un contrôle constant exercé par les co-auteurs sur les détenus et les personnes sous leur contrôle ou leur garde, en cohérence avec l'objectif du plan commun. Troisièmement, le plan commun est également démontré à travers la conduite générale des co-auteurs qui participaient au crime de la prison de Mitiga, pour lesquels l'accusation a déjà donné beaucoup d'exemples lors de sa présentation aujourd'hui hier. Ces conduites démontrent que les co-auteurs avaient tous accepté le plan commun et participaient tous à sa mise en œuvre. Enfin, le plan commun est induit par les mesures prises par les co-auteurs pour concevoir les crimes de Mitiga, révélant leur conscience du plan commun et des crimes que cela induit et créant l'intention de s'assurer la mise en œuvre permanente de ce plan commun sans pression externe. Ces mesures, par exemple, comptaient la limitation des inspections de la prison de Mitiga par des organisations externes. Lorsqu'une inspection ne pouvait pas être évitée, les co-auteurs prenaient des mesures pour cacher des sections entières à l'inspection, déplacer des détenus de cellules en grand nombre pour donner la fausse impression que les cellules n'étaient pas surpeuplées. Par exemple, lorsqu'une organisation des droits de l'homme a envisagé de visiter la prison de Mitiga, El Ishri a supervisé le déplacement de presque 200 femmes et enfants de la section des femmes vers un autre lieu, ne laissant qu'un nombre limité de détenus sur place. Il a également menacé ces détenus qui étaient laissés sur place pour rencontrer les représentants de l'organisation afin que celle-ci ne parle pas des abus qui avaient lieu en détention. Deuxièmement, autre mesure utilisée par les co-auteurs pour masquer les crimes, c'était de poster des vidéos en ligne de confession de comportements illégaux, montrant ainsi au public que SDF RADA est une agence d'application de la loi et qui lutte contre les crimes de manière légale, à l'inverse des preuves qui établissent que ces vidéos avaient été faites pour accroître et améliorer la réputation de SDF RADA. Je fais référence, mesdames les juges, au paragraphe 220 de notre mémoire. 222. Troisièmement, les détenus étaient menacés ou au moment de leur libération s'ils parlaient de ces mauvais traitements. Quatrièmement, à l'occasion de visites familiales, lorsque celles-ci étaient autorisées, les détenus avaient instruction de masquer toute blessure visible avant qu'ils puissent rencontrer les membres de leur famille. Mesdames les juges, les co-auteurs contrôlaient conjointement la commission de ces crimes, directement, en se livrant aux crimes eux-mêmes, et en contribuant à la création et à la préservation d'un système criminel dans la prison. Et puis, indirectement, en contrôlant l'organisation, y compris les auteurs de Mitiga, et les orientant vers la mise en œuvre du plan commun à travers leur position d'autorité et leur capacité à punir ou discipliner les auteurs de Mitiga, assurant ainsi un respect automatique
de leurs ordres. Comme nous en avons déjà parlé dans la première partie de ma présentation, El-Ishri a apporté des contributions essentielles à la mise en œuvre du plan commun. En particulier, non seulement il a dirigé et il s'est livré à un grand nombre de crimes, il a joué un rôle personnel prédominant dans la préservation de ce système criminel en prison, mais il a également contrôlé les actions d'autres auteurs avec l'accès qu'il avait à la section des femmes. Bien, j'en viens à présent à l'intentionnalité et la connaissance d'Khaled El-Ishri. Les preuves montrent que les contributions diverses d'El-Ishri au plan commun étaient intentionnelles et qu'il a souhaité que ces crimes aient lieu, ou à tout le moins, il savait qu'ils allaient survenir dans le cours normal des choses, dans la mise en œuvre du plan commun. Premièrement, pour les chefs de 1 à 6, El-Ishri voulait que les personnes soient détenues de manière illégale à la prison de Mitiga dans des conditions inadéquates et qu'elles souffrent de souffrances physiques ou mentales ou des souffrances équivalentes à la torture. Ceci est prouvé par les faits que lui et personnellement a participé plusieurs fois à ce type de comportement. Il a ordonné, il a encouragé d'autres à appliquer ce type de comportement. Il s'est opposé à tout effort pour améliorer quelque peu les conditions de détention. Il savait que les détenus n'avaient pas d'aliments adéquats parce que lui supervisait personnellement la distribution de nourriture. Il savait aussi que les détenus n'avaient pas de traitements médicaux adéquats parce que lui les interdisait. Et même s'il n'avait rien fait de tout cela, El-Ishri ne pouvait pas ne pas voir la dimension incroyable des mauvais traitements prolongés et systématiques des détenus. Parce que lui était présent régulièrement, quasiment au quotidien. Il inspectait la prison, parfois plusieurs fois par jour. Il suivait et instruisait les détenus et les gardiens personnellement et à travers un réseau de caméras de surveillance. Il ne peut pas ne pas avoir vu les détenus torturés dans des espaces ouverts de la prison. Il ne peut pas ne pas avoir vu les cellules surpeuplées dans les rondes qu'il exerçait au quotidien. Les détenus se plaignaient directement des conditions de détention terribles à lui, à El-Ishri, le suppliant de les modifier. Et il les ignorait ou les punissait de se plaindre. Deuxièmement, pour les chefs de 7 à 10, El-Ishri savait que les détenus et autres personnes sous le contrôle ou la garde des auteurs de Mitiga étaient violés ou soumis à des violences sexuelles, ou à tout le moins il savait que cela allait arriver dans l'ordre normal des choses, parce que lui-même, encore une fois, violé et perpétrer des actes de violence sexuelle à l'encontre des détenus. Il savait et il a participé à un modèle de conduite et de comportement qui a eu pour résultat la commission de ces actes criminels, y compris des fouilles corporelles et intrusives des détenus. Deuxièmement, torture sexualisée. Et 3, détention de détenus dans des cellules surpeuplées et aux côtés de détenus réputés agresseurs sexuels d'autres détenus. Les preuves montrent également que El-Ishri savait les accusations d'abus sexuels proférées par les auteurs de Mitiga contre d'autres détenus et n'a rien fait pour s'y opposer. Au contraire, il punissait la personne qui essayait d'agir contre cela en l'interdisant temporairement de venir à la prison. Et il n'a rien fait pour les auteurs. Je vous renvoie, mesdames les juges, dans ce contexte au paragraphe 233 de notre mémoire et la note en bas de page 1256. Troisièmement, pour les chefs 11 à 12 et 12, El-Ishri savait ou était conscient que les détenus allaient mourir en conséquence des mauvais traitements violents, prolongés et systématiques endurés. Parce que lui-même a tué beaucoup de détenus,
parce que ses propres déclarations révèlent ses intentions. Nous avons entendu beaucoup de ces déclarations aujourd'hui, hier. Par exemple, lorsque on l'avertissait que la torture de ces détenus allait causer leur mort, il disait simplement laissez-les pourrir, laissons-les pourrir. Et lorsque on a tiré son attention sur des officiels de la prison de Mitiga et qu'ils voyaient qu'ils faisaient sortir des détenus pour un traitement médical, ils leur disaient « Que fais-tu? Tu essaies de les aider, on essaie de les faire mourir ». Comme nous l'avons entendu aujourd'hui et hier à plusieurs reprises, Ali Shri a donné des instructions très claires de ne pas alimenter ou de ne pas prêter d'assistance quelle qu'elle soit aux personnes torturées ou détenues suspendues pour qu'ils puissent mourir alors qu'ils étaient suspendus. Et il le faisait effectivement, il mourait effectivement comme prévu. Quatrièmement, pour le chef numéro 13, Ali Shri souhaitait que les détenus soient esclavisés, ou en tout cas il savait que c'est quelque chose qui allait survenir dans le cours normal des choses. Il savait que les détenus étaient soumis à l'exercice de pouvoir et soumis à un droit de propriété, comme par exemple obligés à travailler ou à donner leur sang, parce que lui-même exerçait ses pouvoirs dans le cadre d'un système institutionnalisé. Il savait que les détenus étaient soumis au pouvoir et à la propriété, comme le contrôle sur leur liberté personnelle ou leur mouvement physique, contrôle de leur sexualité et de leur autonomie sexuelle et reproductive, parce que lui-même torturait les détenus et les détenait illégalement sans processus et procédure équitable. Et il refusait leur libération, y compris lorsque la libération était prononcée par le procureur général de Libye. Et il a perpétré des crimes de violence sexuelle et reproductive, y compris des viols, à leur encontre. Enfin, pour les chefs de 14 à 17, Khaled Ali Shri savait que les détenus ou d'autres personnes sous le contrôle ou la garde des auteurs de Mitiga étaient persécutés. Il partageait l'intention discriminatoire de viser des personnes pour des motifs présumés. Cette intention s'est manifestée à travers ses mots et sa conduite, perçue dans le contexte plus large dans lequel les crimes étaient commis. Les preuves montrent que Khaled Ali Shri a utilisé des termes misogynes pour faire référence à des détenues femmes, les appelant comme salopes, bâtardes, putes ou animales, et les traitant comme des êtres inférieurs. Mesdames les juges, vous l'avez entendu dans la présentation de l'accusation, Ali Shri volontairement a renié les soins médicaux nécessaires pour maintenir en vie un nouveau-né simplement parce qu'il s'agissait d'une fille qui, en conséquence, est morte. Lors d'un autre incident, lorsqu'une femme africaine migrante noire est tombée malade, nous l'avons entendu aujourd'hui, un autre des détenus en a informé Ali Shri, le suppliant de l'aider. Il a refusé, il dit simplement « laisse-la mourir ». Lorsque le mal meurt, c'est mieux pour les anges. Fin de citation. Il a imposé ses visions idéologiques et religieuses et ses pratiques religieuses sur les détenus qu'il considérait comme non respectueux. Bien, j'en viens à présent au deuxième mode de responsabilité et je serai bref dans mon approche des deuxième et troisième modes de responsabilité. Ici, c'est auteur direct. Comme vous l'avez noté, Ali Shri a perpétré comme auteur direct l'ensemble des 17 chefs d'inculpation contre au moins 159 victimes identifiées. Il a ciblé chacune de ces victimes avec plus d'un crime, tel qu'établi dans l'annexe 14 du mémoire de l'accusation. Comme vous pouvez le voir, mesdames les juges, sur l'écran, il a commis personnellement les crimes relevant des chefs 1 à 6 à l'encontre de 117 à 119 victimes. Il a personnellement violé 2 victimes relevant des chefs 7 et 8.
Il a personnellement perpétré des actes de violence sexuelle à l'encontre de 12 victimes, selon les chefs 9 et 10. Il a personnellement tué ou tenté de tuer au moins 24 victimes, selon les chefs 11 et 12. Personnellement réduit en esclavage 97 victimes, selon le chef numéro 13. Il a personnellement commis des actes de persécution contre 23 victimes pour des raisons politiques, selon le chef numéro 14. Contre 76 victimes pour des motifs religieux relevant du chef numéro 15. Contre 12 victimes pour des motifs nationaux, ethniques, raciaux, selon le chef numéro 16, et contre 78 victimes pour des motifs de genre relevant du chef numéro 17. Il a commis ces actes en connaissance de cause et intentionnellement. Son intention d'entreprendre la conduite sous-tendant ces crimes qu'il a mené directement et en conscience des conséquences que cela pouvait avoir dans le cours normal des choses, ne fait pas de doute. Et beaucoup de facteurs le prouvent. Premièrement, son utilisation d'armes, d'outils, d'éléments de torture et de techniques de torture, particulièrement pour causer le mal prévu. Deuxièmement, la nature raisonnée de ces actes criminels qui ciblaient bien souvent les mêmes victimes. Ces actes criminels étaient rarement isolés. Ils frappaient souvent avec des insultes, des mises en suspension. Ils forçaient les victimes dans des positions de stress et bien souvent, ils tiraient sur les victimes à l'arme à feu. Troisièmement, tel que beaucoup d'exemples l'ont montré, ces agissements criminels étaient souvent associés à des déclarations révélant non seulement l'intention de commettre ces crimes, mais également une certaine forme de zèle avec lesquels il les commettait. Enfin, son intention et connaissances sont évidentes du fait du nombre d'années au cours desquelles il a commis ces crimes dans le cadre d'un modèle institutionnalisé d'abus et de mauvais traitement des détenus et d'autres personnes sous le contrôle ou la garde des auteurs de Mitiga. J'en viens à présent au dernier mode de responsabilité dans ma présentation, l'auteur indirect. À travers son contrôle direct de la section féminine que nous avons démontré dans la première moitié de ma présentation, ainsi qu'à travers son autorité générale et son influence générale sur l'ensemble de la prison, El-Ishri contrôlait et utilisait les auteurs à qui il autorisait l'accès à cette section pour qu'ils commettent des crimes contre des femmes, des filles et des jeunes garçons détenus dans cette section. En particulier, il les utilisait pour imposer et maintenir un système de maltraitance et de torture de ses victimes, y compris pour commettre des actes de violence sexuelle, de réduction en esclavage ou de persécution. Sous son autorité directe de la section des femmes, El-Ishri contrôlait les gardes, les détenus réduits en esclavage et autres auteurs de Mitiga qui ne pouvaient avoir accès à ce département qu'avec sa permission et sous son contrôle. De cette manière, il les soumettait à sa volonté de commettre des crimes. C'est clair, par exemple, dans le cas où El-Ishri a ordonné la fouille à nu de détenues femmes alors qu'il regardait. La témoin 0943 décrivait qu'un détenu a mené une fouille corporelle nue et qui avait, et je le cite, peur de lui. Le témoin P0665 a déclaré qu'elle ne pouvait pas en vouloir au détenu qui faisait la fouille à nu parce que elle devait obéir aux ordres d'El-Ishri. Je fais référence, mesdames les juges, aux paragraphes 68 et 202 de notre mémoire. Ces exemples démontrent clairement que Khaled El-Ishri, à travers son autorité, contrôlait les actions des auteurs directs qui n'avaient d'autre choix que de se soumettre à sa volonté. Madame la Présidente, mesdames les juges, au vu des preuves en cette affaire, l'accuse demande que la Chambre confirme l'ensemble des chefs d'inculpation, s'appuyant sur chacun des modes de responsabilité et
de porter cette affaire au procès. Voici qui met fin à ma présentation et à la présentation sur le fond de l'accusation. Merci beaucoup. Monsieur Mourad, avant de prendre la pause de déjeuner, je me tourne vers les représentants du bureau du Conseil de public pour les victimes et après la défense pour me préciser exactement quel est leur temps en partie pour les observations orales et comment est-ce qu'on va nous organiser pour la session de l'après-midi. Madame Payet, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Les représentants légaux des victimes ne feront pas d'observation sur le fond. Merci. Merci beaucoup, Madame Pellet. Maintenant, je me tourne vers la défense. Vous avez la parole. Thank you, Your Honor. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Assad a pris 45 à 50 minutes dans ses propos liminaires hier, je crois. Nous assurerons de n'utiliser pas plus que les 4 heures imparties. Et notre idée serait de commencer après la pause déjeuner, avec votre permission, mesdames les juges, eu égard à l'heure qu'il est. Je peux commencer, mais enfin 5 minutes ne me paraît pas valoir la peine, n'est-ce pas? Donc si, Madame la Présidente, vous êtes d'accord, je commencerai après la pause déjeuner. Mais évidemment, nous ne finirons pas aujourd'hui. La pause de déjeuner et on va reprendre dans 1h30, ça veut dire à 13h30, avec les représentants de la défense. Et je note bien sûr la présence dans la salle de M. Al-Hishri. Merci beaucoup à tous. On se voit après la pause déjeuner dans l'après-midi. L'audience est levée. All rise, we will.